Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, André Berkov est en face-à-face avec Marc Toiti, économiste et président fondateur du cabinet ASDEFI, un cabinet de conseil économique et financier indépendant au service des entreprises, des professionnels et des particuliers. Mais il vient surtout pour ce livre, si vous nous regardez en Facebook Live, Reset, quel nouveau monde pour demain. Il va notamment parler de la crise économique. Marc Toiti, c'est vrai que j'ai lu ce livre, je l'ai lu hier soir, il faut le dire. C'est ravi d'être là. et il est vraiment, il est passionnant et il pose beaucoup de questions. Et justement, il y a des choses où je suis d'accord et pas, et c'est ça qui est bien. Mais c'est très très intéressant parce que vous, en fait, vous faites un véritable tableau de ce qui, à la fois de ce qu'on vit aujourd'hui, mais de ce qui nous attend. Et au niveau mondial, et pas seulement au niveau français, c'est ça qui est bien. D'abord, vous commencez par quelque chose d'assez fort, et vous dites que la crise du Covid qu'on vit actuellement, et qui hélas n'est pas terminée, c'est presque plus important que le 11 septembre, et que c'est plus important que la crise de 2008. Oui, c'est-à-dire en fait c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on tombe dans le vide. Moi j'ai connu ça, on l'a connu ensemble, c'est-à-dire quand on a eu le 11 septembre 2001, on s'est dit, on a compris que le monde changeait complètement, pour des raisons, on va dire, de terrorisme. Ensuite, quand on est la crise de 2009, là, effectivement, au niveau bancaire, on se dit, effectivement, c'est en train de s'effondrer. Et là, c'est pour une autre raison, et c'est encore pire, parce que quand on voit l'impact économique qu'a généré ce confinement, et bon, la pandémie, bien sûr, juste quelques chiffres, mais par exemple, en France, le PIB, donc le PIB, c'est la richesse qu'on crée dans un pays. Alors, c'est quoi? On aurait expliqué le PIB. Voilà, c'est très simple. Le PIB, c'est tout simplement donc la richesse qu'on crée dans un pays, donc chaque année, et donc ce qu'on appelle la croissance, c'est la variation de ce PIB, la variation de la richesse. Donc normalement, ça croît, c'est-à-dire ça augmente. Forcément avec le temps. Or là, ce qui s'est passé pendant le premier semestre 2020, c'est que ce niveau de richesse de la France est tombé de quasiment 19%. C'est depuis longtemps, c'est la première fois. Jamais vu. Depuis qu'on a la statistique, depuis l'après-guerre, on n'a jamais vu. Et après, j'ai fait des recherches, notamment aux États-Unis, parce que là, on a des statistiques sur long terme. On n'a jamais vu ça depuis en fait le krach de 29. Donc même pendant la Seconde Guerre mondiale, comme il y avait l'effort de guerre en fait, à l'époque, oui, bien sûr, le PIB augmentait. Donc c'est du jamais vu. Pour vous donner un exemple, donc le niveau qu'on a aujourd'hui, le niveau de la richesse de la France, c'est le niveau qu'on avait en 2002. Vous vous rendez compte, ça veut dire 18 ans en arrière. Voilà, pour vous montrer que c'est de l'inconnu. Ça, c'est le Covid. Ça, c'est le Covid. Et surtout le confinement. Là où on parle de reconfinement, ça nous dit ce qui peut nous arriver. Parce qu'effectivement, au troisième trimestre, on a vu un petit redémarrage quand on a déconfiné, bien entendu. Mais surtout, on change, je dirais, de monde. C'est ça le reset, entre guillemets. C'est là qu'est m'est venue l'idée du livre. Je me suis dit, le reset, ça veut dire remise à zéro. C'est ça. Que là, réinitialisation. Exactement. Enfin, je me suis dit, on a fait tellement d'erreurs ces dernières années, toutes les bulles financières, boursière, tous les dérapages, par exemple, de laisser la Chine comme ça être la première puissance mondiale, l'usine du monde, se laisser faire. 100% du paracétamol ou de je ne sais pas, enfin, des médicaments, etc. Tout à fait, ça aussi. Vous en parlez, tout à fait. Et donc je me dis, à ce moment-là, peut-être que là, on va prendre conscience. On va se dire, voilà, on a laissé faire un peu n'importe quoi. Donc là, c'est le bout. Vous savez, comme un appareil, quand il ne fonctionne pas, on appuie justement sur reset pour qu'il refonctionne mieux. Et là, je me suis dit, le problème, c'est qu'il y a deux situations. Soit, effectivement, on appuie sur le bouton, ça redémarre mieux qu'avant. Soit on appuie sur reset et c'est pire qu'avant. Ah oui, c'est ça. Et c'est ça le danger. Il y a une possibilité. Le pire n'est pas toujours sûr, mais il peut exister. Et ce qui m'effraie un petit peu, pour tout vous dire, c'est que, alors je défends ça aussi dans le livre, mais je dis il faut éviter ça justement. C'est que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, c'est en train de devenir pire qu'avant. C'est-à-dire que, regardez aujourd'hui, après cette pandémie, cette récession mondiale, quel est le pays qui s'en sort le mieux aujourd'hui au niveau économique? La Chine. La Chine, oui. La Chine qui nous a envoyé ce merveilleux virus. Qui nous a envoyé ce merveilleux virus. Aujourd'hui, la Chine, c'est elle elle a une croissance, là on a les chiffres du troisième trimestre, 5% de croissance. C'est-à-dire que nous, on est dans la récession. Et les Chinois ont déjà digéré le niveau de cette pandémie. Ils sont au-dessus du niveau de PIB qu'il y avait avant la pandémie. Voilà. Loin devant les États-Unis, loin devant tout ça. Bien sûr. Alors, les Américains, ils sont numéro 2, qui résistent bien. On en parlera. On parlera peut-être de Trump tout à l'heure, mais c'est vrai que globalement, les Américains aussi ont redémarré. Et puis, qui est comme d'habitude le dernier de la classe, le dindon de la farce? C'est l'Europe et notamment la France. C'est ça qui est assez incroyable. Et si aujourd'hui, évidemment, on s'amuse, entre guillemets, à reconfiner, c'est sûr que clairement on va retomber dans une récession. Et moi c'est un petit peu ma crainte, je me dis on n'a rien compris, c'est-à-dire que finalement on continue d'acheter chinois comme avant, finalement regardez, les banques centrales elles ont lâché ce qu'on appelle la planche à billets, les États s'endettent. Et c'est encore pire qu'avant, parce que avant la dette, on avait peur, parce que quand on s'endette trop, vous savez, hein, c'est valable pour tout le monde. Si vous avez trop de dettes, quand vous allez voir votre banquier pour qu'il vous prête de l'argent, il vous dit bon bah vous êtes risqué parce que vous êtes trop de dettes, donc le taux d'intérêt augmente. C'est logique. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que plus les dettes publiques augmentent,
plus les taux d'intérêt baissent. C'est-à-dire, on encourage les gens à allez-y, quoi. Exactement, parce que c'est la Banque Centrale Européenne qui achète cette dette et donc qui maintient les taux d'intérêt excessivement bas. Et donc, c'est le piège. C'est qu'effectivement, les États se disent bon, on n'a qu'à lâcher, les milliards. Oui. Et le problème, c'est qu'on les lâche n'importe comment. Mais alors, Marc Toiti, juste un mot là-dessus, parce qu'on parle beaucoup de la dette, de l'endettement, et on dit oui, mais les États ne font pas faillite. Alors, bon, c'est pas très grave. Ouais, alors ça dépend. Il faut savoir qu'il y a des États, malheureusement, qui ont fait faillite. Alors, ce qui est vrai, par contre, c'est qu'on ne demande jamais à un État. Aujourd'hui, la dette publique française, c'est 2600 milliards d'euros. Plus que le PIB, quoi. Ah, bah, bien sûr, on est à 114% du PIB. Vous vous rendez compte ? On va pas dire à l'État français, allez, vas-y, il faut que tu rembourses toute ta dette. C'est évident. On ne demande pas ça à un ménage. Alors, ça arrive en temps de guerre, par exemple. Ça, c'est vrai, mais espérons qu'on n'en arrivera pas là, bien entendu. Mais par contre, ce qu'on doit rembourser tous les ans, c'est effectivement les mensualités, les annualités de la dette. Et Ils ça, sont de combien ? Aujourd'hui, la France... Après 40 milliards, chaque année, on est autour des 40 milliards d'euros, juste pour les intérêts de la dette. Mais c'est ça, les intérêts de la dette, la France doit rembourser 40 milliards d'euros par an. Il faut trouver 40 milliards, c'est-à-dire c'est l'équivalent des ressources de l'impôt sur le revenu, par exemple. Oui, c'est quand même pas rien. Et donc, le problème, c'est que aujourd'hui, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. Ça veut dire que si je m'endette, c'est valable pour nous tous. Si on s'endette et que cette dette génère suffisamment de croissance, d'activité, pour au moins rembourser les intérêts de la dette, on dit c'est pas grave. Qu'il y a de la croissance, qu'il y a du travail, qu'il y a des emplois, etc. Donc on se dit, tout va bien. Sauf que ça, on ne le sait pas. Mais depuis 2007 en France, eh bien, vous voyez, je vous disais que chaque année, on doit rembourser 40 milliards, sauf que le PIB, il augmente de combien chaque année ? De 35 milliards. Ça dépend, des fois c'est même moins. Donc il manque de l'argent. C'est-à-dire que même si on prend 100% d'impôts sur l'augmentation de notre richesse, on ne paye pas les intérêts de la dette. Donc c'est ce que j'appelle une fuite en avant. Et donc c'est là où le reset, pour l'instant, il ne marche pas. Parce que malheureusement, comme les taux d'intérêt sont bas, on dit on continue. Il faut que quand vous appuyez sur le bouton, il faut qu'une machinerie s'enclenche. Exactement. Mais alors, Marc Toiti, vous parlez de tout et vous parlez, faisons un petit bilan d'abord. Les fautes accumulées. C'est quoi, surtout, on va pas faire tout l'inventaire, mais les fautes accumulées depuis 30 à 40 ans. Alors, il y a plusieurs fautes. Alors, si vous voulez de la France, notamment au niveau français, au niveau de la France, par exemple, il y a une grande erreur qui a été faite, qui a été stratégique depuis Mitterrand, et puis ça a continué ensuite, ça a été justement d'ouvrir la boîte de Pandore en disant on augmente la dette publique. Quand j'entends Attali dire oh là, attention la dette publique, c'est eux qui ont commencé. Nationalisons. On lâche effectivement les briques. Ça a été pas Giscard, ça a été Mitterrand. Parce qu'en fait effectivement lui, c'était la relance de 81 pour ceux qui s'en souviennent, et qui a été une erreur parce qu'après évidemment Mitterrand a dû revenir en arrière. Bon, et à partir de là, il faut reconnaître que ensuite personne n'a stoppé la machine. Personne n'a corrigé la trajectoire. Personne n'a corrigé. Je vous donne un exemple récent. En 2009 justement, lorsqu'on a eu la crise grave, les subprimes, etc. Donc là, la dette publique, elle est montée à 80% du PIB en Allemagne et en France. Une crise grave, on réagit pareil, on relance la machine. Donc là, oui, l'État, on a besoin de l'État. C'est normal, il fait son boulot. Sauf que, une fois que la crise est terminée, les Allemands sont retombés à 60% de dette publique, alors que les Français sont montés à 100%. Donc, avant le Covid 2019, les Allemands, ils sont à 60% de dette publique. Nous, on est à 100%. Ils ont économisé, les Allemands, ils ont thésaurisé. Et surtout, ils ont une marge de manœuvre. C'est comme ça qu'il faut comprendre Moi, je suis pour la dépense publique, mais une dépense publique qui fonctionne. Qui génère de la croissance, qui génère de l'emploi. Alors que les Français ont continué à distribuer n'importe comment. Regardez, le taux de chômage aujourd'hui, je dirais des jeunes en France, malgré toutes les aides qu'on donne tous les ans, il est à 20%. 20% de taux de chômage des jeunes. Alors qu'en Allemagne, on est à 7%. Le Royaume-Uni, on est pareil, on est à 7-6%. Pareil aux États-Unis. Donc on se dit, il y a bien une erreur. Vous voyez, et c'est ça, la grande erreur, c'est qu'en fait, on a dit, on va continuer. Attendez, ces gens-là ne sont pas tous, j'espère, ineptes. Qu'est-ce qui fait c'est leur formation, c'est leur environnement qui fait qu'ils n'enregistrent pas ça. Avant tout, moi, je pense qu'il y a un vrai problème, justement, de connaissance du terrain. Je pense que la plupart de nos dirigeants, et on le voit encore aujourd'hui, tous les domaines, tous les niveaux, ils n'ont pas vécu, si vous voulez, la réalité économique, a fortiori aujourd'hui. Et donc, c'est ça le danger. C'est qu'on se dit, finalement... Ils ont été dans le giron de l'administration, etc. Et c'est vrai que... il y a eu, je pense, c'est la guerre de triage en 2002. En 2002, on avait la même situation entre la France et l'Allemagne. Même la France allait mieux que l'Allemagne en 2002. En 2002, il y a 18 ans. Il y a quelques années. Ouais. Et donc, à ce moment-là, rappelez-vous, c'était Jacques Chirac qui avait été réélu au second tour. C'était son deuxième mandat, avec plus de 80% des voix contre Le Pen. Et il avait dit, j'ai compris, on va faire ce qu'il faut. Et à l'époque, il m'avait demandé de faire des propositions, etc. Donc j'avais fait ça tout à fait simplement, quoi. Et il était quelqu'un de très, très gentil, Jacques Chirac. Puis simplement, le problème, c'est qu'il nous a dit, c'est très bien, mais on fera rien. Oui, parce qu'en fait, il avait dit il avait peur de son électorat, il a quoi ? Non, il avait dit, mais c'était son deuxième mandat, donc il avait rien à perdre. Il avait dit, moi je veux la paix sociale.
Voilà. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, si à ce moment-là, déjà quelqu'un qui a été réélu avec 80% des voix, c'est son deuxième mandat, il risque rien, il fait pas ce qu'il faut faire. Et à l'époque, on avait 52% de dépenses par rapport au PIB, c'était pas grand-chose. Oui, c'était facile de faire des réformes. Ouais. Aujourd'hui, on est à 56%, 100% de dette publique, 114 même, donc c'est beaucoup plus dur. Et les prélèvements obligatoires, tout ça. Et c'est là où justement, les Allemands qui allaient très mal à ce moment-là, eux, ils ont fait les réformes. C'est-à-dire qu'eux, à ce moment-là, ils ont dit, nous, on va moderniser l'économie. C'était Schröder qui s'est sacrifié. Il faut appeler le mot, il s'est sacrifié, il a dit je vais faire les réformes. C'était quelqu'un de, on va dire, social-démocrate, entre guillemets la gauche, mais c'est pas vraiment la gauche, mais allemande, c'est pas la gauche française. Mais il a dit moi je vais me sacrifier, je vais moderniser l'Allemagne. Et ça a marché. Alors que nous, on était devant les Allemands, et comme on l'a pas fait, et ben, malheureusement, les courbes se sont croisées. C'est fou, Marc Toiti, vous vous rappelez la phrase célèbre de Churchill un politicien pense à sa réélection, l'homme d'État pense aux prochaines générations. Et c'est marrant parce que, vous parlez de ça, parce que justement, j'en parle également dans le livre, c'est le film, vous savez, Les Heures Sombres. Oui, vous vous souvenez avec Churchill, mai 40. C'est exceptionnel, parce que je pense, moi, aujourd'hui, sans être méchant, que malheureusement, les dirigeants en place aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de la situation. Parce que justement, ils écoutent trop l'establishment, ceux qui savent, mais qui ne sont pas dans le terrain, vous voyez. Mais ils ont des grandes idées, ils sont très intelligents, c'est sûr. Mais la réalité du quotidien, ils ne la connaissent pas. Et si vous regardez ce film, donc je rappelle le contexte, la France a perdu la guerre contre l'Allemagne. L'Europe est tombée. L'Europe est tombée. Ouais. L'armée anglaise est coincée à Dunkerque. Et donc, tout l'establishment anglais de l'époque, ils vont voir Churchill, il dit, il faut que tu fasses un pacte avec Hitler. Ah oui, il faut que tu négocies avec Hitler et Mussolini. Halifax et Chamberlain. Exactement. Mais sinon, ils vont exploser notre armée et on n'aura aucune chance. Et Churchill, je pense que quelqu'un d'aujourd'hui, il aurait dit, OK, on y va. Sauf que Churchill a dit, non, c'est impossible. Ça, je peux pas. On va se battre. Et c'est incroyable. Et donc, il envoie, il dit à toute la population anglaise, prenez vos bateaux privés pour aller chercher les militaires anglais coincés à Dunkerque. Et ça, c'est formidable. Parce que c'est Churchill à Londres et c'est De Gaulle qui dit, la France, c'est moi en 1940. Exactement. Et je vais à Londres. Exactement. On lui dit, qui tu es. Voilà, mais je pense que c'est ça l'histoire. On a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin les grands hommes de l'histoire, c'est un moment, ils se disent, on va prendre des risques finalement, mais on va sauver notre pays. Ce que vous évoquez à l'instant. Et moi, c'est ça qui me fait un peu peur aujourd'hui, parce que depuis des années, justement, quand ça allait bien, regardez déjà, quand ça allait pas trop mal, on avait 100% de dette publique par rapport au PIB. Je vous rappelle que la France, encore une fois, est numéro 1 mondiaux des dépenses publiques. Numéro 1 mondial. Avant, il y avait les pays du Nord, vous savez, le Danemark, la Suède. Tout ça. Maintenant, c'est la France. Non, c'est la France depuis plusieurs années. Et aussi, ce que ne savent pas les gens, c'est que si on est numéro 1 des dépenses publiques, on est aussi numéro 1 des impôts. Numéro 1 mondial. Des prélèvements obligatoires, exactement. Parfait. Mais à la rigueur, j'ai envie de dire, si ça marchait, ça marchait. Si on avait une croissance forte, un chômage à 4%, etc., moi je dirais c'est pas grave. Au diable l'avarice, on y va. Mais on a la preuve depuis des années que ça fonctionne pas. Marc Toiti, restez avec nous, c'est passionnant. On se retrouve après les informations et avec nos auditeurs. Vous l'avez entendu, Marc Toiti est très très en forme et se fera un plaisir de répondre à vos questions jusqu'à 14h. Alors vous nous appelez au 0826 300 300 sur Sud Radio et puis vous nous suivez sur nos réseaux sociaux. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avec Marc Toiti, auteur d'un portrait passionnant du monde d'aujourd'hui et des prédictions, pas des prédictions d'ailleurs, des pistes sur le monde de demain. Vraiment un livre que je vous recommande, auditeur de Sud Radio, ça s'appelle Reset, R-E-S-E-T. Et alors, il suffit pas de presser pour un bouton, mais peut-être que la volonté va y jouer aussi. Marc Toiti, d'abord, il y a une question que se posent beaucoup de gens. On voit tout ça, on voit les impôts, on voit tout ce qui est en train d'être dépensé. Et les gens se disent, mais attendez, moi contribuable, moi cochon de payer, alors qui va payer tout ça ? Qui va, effectivement, ça va où ? Et on voit très bien, les gens voient le début du sablier, après ils disent, mais c'est où ça ? Ça c'est là, franchement, j'ai fait un chapitre sur le livre sur ça, qui va payer, qui s'appelle Qui va payer ? Parce que là, on a l'impression, alors vous vous souvenez, il y a un an, on dit, attention, c'est la réforme des retraites, il ne faut pas trop dépenser, il ne faut pas faire ci. Et puis là, maintenant, alors les milliards sont complètement lâchés, donc on se dit, d'où vient l'argent ? On disait, il n'y avait rien, et maintenant, ça y est, alors j'explique, c'est très simple, l'argent ne tombe pas du ciel, l'argent, c'est vient augmenter la dette publique. C'est-à-dire que l'État français s'endette et il y a aujourd'hui beaucoup d'économistes qui font un travail assez désastreux, qui disent on n'aura pas à rembourser cette dette. C'est évidemment complètement faux. C'est-à-dire on déresponsabilise aujourd'hui les Français. Pourquoi alors expliquez, parce que c'est très simple. On dit mais oui la dette ça fait rien, on apurera la dette, on s'assoira dessus, oui, etc. Mais encore une fois, tous les ans on a des annuités à payer. C'est comme tout le monde. Il faut effectivement les 40 milliards qu'on évoquait tout à l'heure. Mais surtout il faut savoir que historiquement il n'y a que 4 moyens de rembourser sa dette. Il n'y en a pas 36, il n'y en a que 4. Un, et c'est souvent ce qu'on fait en France, on augmente les impôts.
Parce que là, aujourd'hui, on dit non, on ne les augmentera pas. Alors, c'est vrai qu'on est déjà numéro 1 mondial des impôts. Donc, ça va être dur d'augmenter encore, mais on va trouver. Vous inquiétez pas. On va trouver. Faisons confiance au génie français. Voilà, exactement. Donc, ça, je pense que malheureusement, ça risque de se produire. Après, on parle de l'inflation. Mais là, c'est pareil. L'inflation, aujourd'hui, dans un monde ouvert, c'est compliqué de générer de l'inflation. Elle est très faible, ou même en déflation. Et puis, s'il y a trop d'inflation, ça peut être également dangereux. On a vu quand il y a des phases d'hyperinflation. Donc, là aussi, c'est pas forcément évident. Après, 3, il y a justement cette annulation de la dette. Et là, il y a un gros problème, et j'alerte justement sur ce danger, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que les taux d'intérêt sont aussi bas ? C'est parce que donc la Banque Centrale Européenne fait ce qu'on appelle la planche à billets. Ça veut dire elle achète directement cette dette publique. Donc les États s'endettent, mais ils n'ont pas à demander, comme nous, à un banquier ou à un investisseur, prêtez-moi de l'argent. Non, ils savent tout de suite que c'est la Banque Centrale Européenne qui va acheter. Donc d'ailleurs, entre guillemets, merci la zone euro, mais néanmoins, cet été, il s'est passé un truc incroyable. Ça s'est pas vu parce qu'on a oublié de le voir. Mais il y a la Cour constitutionnelle d'Allemagne, qui s'appelle le Karlsruhe, qui a dit ce que fait la BCE, ce n'est pas constitutionnel. Ouais. Ça va contre la Constitution. On en a parlé, c'est passé inaperçu, mais c'était très... Et donc, à ce moment-là, la BCE, avec Merkel derrière, a mis tout son poids pour dire à la Cour, et calmez-vous, on oublie ce que fait la BCE, on accepte. Et donc, ça peut bouger, ça ? Voilà, bien sûr que ça peut bouger. Et donc, tout l'enjeu, c'est que pour l'instant, il faut dire, c'est Merkel qui tient la barque. C'est Angela Merkel qui a sauvé, pour l'instant, cette planche à billets, donc globalement, l'Europe et la France. Mais dans un an, pile dans un an, en 2020, ou à l'automne 2021, il y a les élections allemandes et Mme Merkel ne sera plus là parce qu'elle va évidemment prendre sa retraite. Une retraite bien méritée parce qu'elle a quand même bien bossé et les Allemands peuvent la remercier. Par contre, son remplaçant, c'est pas du tout sûr qu'il continue d'accepter ça. Donc si la BCE, par exemple, si son remplaçant dit oui, ils ont raison, c'est inconstitutionnel, tout saute. Ah bah oui, parce que ce moment, l'Allemagne, c'est à peu près 30% de cette planche à billets. C'est-à-dire que si on dit elle a plus le droit de participer, ça veut dire que la planche à billets n'existe plus ou quasiment plus. Et là, attention, là c'est là où les taux d'intérêt vont augmenter. Et si les taux d'intérêt augmentent, alors le château de cartes s'effondre. Il y a un deuxième danger qui peut produire le même effet et personne n'en parle. C'est encore une fois nos amis chinois. Parce que pendant toutes ces années que ces Chinois ont fait une croissance très forte, je l'explique dans le livre, rendez-vous compte, le PIB chinois depuis 1980, il a augmenté de 3400%. C'est dingue. Hors inflation. La croissance chinoise, la folie, quoi. Des chiffres de fou. Bon, alors c'est qu'ils partaient de très bas, mais quand même. Et surtout, pendant cette période, donc ils ont bien vécu, ils ont acheté des dettes publiques américaines et européennes. Ils ont aujourd'hui 1500 milliards de dollars de dettes publiques de bons du trésor américains et 1200 milliards de bons du trésor européens. Donc si demain ils veulent nous faire mal, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vendent tout. Ils vendent ces bons du trésor. Et, donc, ça et là, évidemment, les taux d'intérêt augmentent et c'est une catastrophe. Donc, ça veut dire que si vous le faites, même si on annule une partie de la dette, à la fin, on le payera très très cher parce que les taux d'intérêt augmenteront et ça nous coûtera extrêmement cher. Et donc, il y a un seul moyen pour moi, justement, de rembourser cette dette, c'est avec de la croissance économique. C'est-à-dire, ce que j'évoquais tout à l'heure, on a justement une croissance plus forte, de l'emploi, etc., donc qui distribue ensuite des revenus, etc. Et c'est pas gagné, ça. Et ça, c'est pas gagné. Et donc, d'où l'enjeu, quand on nous dit aujourd'hui, j'ai fait un chapitre justement sur la décroissance, c'est un peu le truc à la mode, là, très écolo, etc. Alors revenons à... J'ai pris une chanson, vous savez, Full Sentimental de Alain Souchon, j'ai un peu parodié en disant le monde qu'on nous propose, il est quand même pas génial, quoi. Et donc, attention, la décroissance, c'est la mort de nos économies. Donc, il faut trouver un moyen de faire de la croissance sans justement casser la planète au travers de l'innovation, du progrès technologique. Et ça, c'est extrêmement important. Et si on n'y arrive pas, alors là, effectivement, je suis inquiet. Donc, c'est pourquoi je dis reset, mais ne prenons pas des mauvaises mesures. Il faut des dirigeants qui soient à la hauteur de la situation. Est-ce que ça, c'est compatible avec l'Europe ? Voyons, France et Europe. Parce que on a l'impression, alors vous dites effectivement, Angela Merkel a sauvé effectivement le système un peu branlant sur lequel on vit, mais on y vit. Est-ce que franchement, la France, alors s'il avait bien sûr des dirigeants à la hauteur, est-ce que franchement on devrait rester dans l'euro, dans l'Europe, ou ne pas être tributaire de tout cela ? Ce qui est clair, c'est que s'il n'y avait pas l'euro, c'est-à-dire que donc cette stabilité de la Banque centrale européenne, comme j'évoquais à l'instant, le taux d'intérêt aurait fortement augmenté. Donc après, on peut se dire peut-être que justement, on n'aurait pas fait autant de dettes publiques, on aurait pris des bonnes mesures. Enfin, on va pas refaire l'histoire. On aurait dévalué le franc, etc. Non, mais alors encore une fois, on peut pas refaire l'histoire. C'est vrai qu'il y a eu quand même des effets positifs. Le problème, c'est de savoir est-ce que c'est tenable. Et c'est là où en fait on a oublié l'essentiel, c'est que c'est écrit dans le traité de Maastricht, dès le début c'est écrit, c'est-à-dire que la zone euro n'a de sens que si elle devient ce qu'on appelle une zone monétaire optimale, ça veut dire une zone intégrée, avec des économies qui se ressemblent, où avec on harmonise les conditions fiscales, les conditions réglementaires, un budget fédéral, le marché du travail, etc. Une économie unifiée, avec les mêmes règles. Exactement. Et ça on a fait complètement le contraire, c'est-à-dire que regardez aujourd'hui dans la zone euro, vous avez des pays qui font du dumping fiscal. Ils ne peuvent
besoin d'aller aux Bahamas ou à Tokyo, hein, ou à Hong Kong, je veux dire. Bruxelles, le Portugal. Le Portugal aujourd'hui. Vous voulez aller, vous êtes retraité français, vous voulez aller au Portugal, vous payez quasiment pas d'impôts pendant 10 ans. Il n'y a même pas d'harmonie fiscale, même dans l'Europe des 5, il y a 50 ans. Il n'y a pas d'harmonie fiscale. Mais c'est ça le problème. Donc, parce que justement, personne n'a respecté quasiment ses engagements, à part ce qu'on appelait les pays frugaux. Vous savez, entre guillemets, c'était méchant de dire ça, parce que justement, que ce soit l'Allemagne, les Pays-Bas, etc., ont respecté leurs engagements. C'est nous qui n'avons pas respecté tout ça. Les protestants. Ouais, mais nous, on n'a pas respecté ça, justement. Et en croit, c'est comme si on donne un bon point aux mauvais élèves, entre guillemets. Les cigales et les fourmis. C'est exactement ça. Et donc, c'est vrai que la zone euro, aujourd'hui, il faut être honnête, elle est en danger. J'avais écrit un livre à quelqu'un qui savait quand la zone euro explosera, non pas que je le souhaite, mais si on reste en l'état, il y a un vrai danger. Donc là, dans ce livre, je fais un chapitre justement où j'explique une Europe à plusieurs vitesses. Certainement on aura peut-être 2 zones euro. C'est-à-dire une zone euro premium, entre guillemets, avec des pays qui le méritent, qui respectent les engagements. J'espère que la France en fera partie, mais c'est pas sûr. Et puis après, ceux qui, justement, ne peuvent pas supporter la zone euro. C'est qui aujourd'hui s'il avait fait aujourd'hui l'Europe Premium? L'Europe Premium, sans complaisance. Vous avez l'Allemagne, vous avez donc les pays donc du nord effectivement de la zone euro, notamment les Pays-Bas, l'Autriche également. Et bon, la France, pour l'instant, on respecte pas du tout les engagements, donc on pourrait pas y être. Mais bon, comme on est pays fondateur, peut-être qu'on pourrait rentrer. Non, le vrai danger, moi, ce qui m'inquiète, c'est l'Italie. J'explique dans le livre, c'est qu'effectivement, l'Italie, aujourd'hui, on n'en parle pas. Mais imaginez que, tout à l'heure, je disais que le niveau de PIB de la France, c'est le niveau qu'on avait en 2002. Donc ça fait 18 ans en arrière. Vous savez, c'est quel niveau en Italie, quelle année? 1993. Rendez-vous compte aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est comme si on vous dit votre niveau de vie aujourd'hui, à vous regardez en 1993. Vous vous rendez compte? Mais quoi, ils dépensent plus que nous, ils planchent à billets, alors non, justement, eux, ils ont fait des efforts, ils ont fait beaucoup plus d'efforts que nous. Simplement que y a toute une partie de l'économie qui n'a pas été modernisée, et puis surtout, ils ont énormément souffert. La crise de 2009, eux, ils l'ont toujours pas digérée. C'est-à-dire qu'avant même la crise du Covid, leur niveau de richesse était encore 5% en deçà du niveau de 2008. Avant même la crise du Covid. Donc, est arrivée la crise du Covid, évidemment, et c'est là où je rappelle la crise grecque. Rappelez-vous la crise grecque à l'époque, il y avait à peu près 350 milliards d'euros de dette publique. Ça a fait peur à tout le monde. On pensait que c'était la fin de la zone euro. Et on a payé. Bien sûr, effectivement, on a remboursé. On les a squeezés aussi, on a annulé. Grecs, c'est vrai. Mais moi, d'ailleurs, je disais à l'époque qu'il fallait laisser les Grecs quitter la zone euro. Parce que l'euro était trop fort pour les Grecs. C'est-à-dire le niveau de l'euro. Et s'ils avaient pu quitter la zone euro, évidemment, en les aidant, bien sûr, ils s'en seraient sortis. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, avant la pandémie, le niveau du PIB grec, c'était 23% en deçà du niveau de 2008. Ça, c'est vraiment dramatique. Donc, les Grecs, aujourd'hui, ont énormément souffert, mais comme je l'évoquais, c'était 350 milliards de dettes. Là, ils sont en combien, les Italiens, de dettes? Ils sont à 2500 milliards. Et nous, on est à 2600. On est pas mal. On est pas mal. On est un peu plus gros que l'Italie. Ce qui veut dire que le problème de l'Italie, c'est qu'il y a énormément de créances douteuses dans les banques, etc. On ne pourra pas faire avec l'Italie ce qu'on a fait avec la Grèce. Donc, c'est là où si un pays comme l'Italie aujourd'hui dit écoutez, on ne peut plus rester, on ne peut plus tenir nos engagements. Qu'est-ce qui va devenir de la zone euro? Donc, il y a bien sûr des vrais dangers. Donc, c'est pourquoi je dis, cette crise, attention, on a l'impression que c'est qu'une crise sanitaire, etc. Non. Derrière les enjeux économiques et sociaux, et j'ai fait une simulation dans le livre, parce que aujourd'hui, Bercy, j'en ai parlé à Bruno Le Maire dernièrement, ils nous disent, en 2022, on va retrouver le niveau d'avant-crise, du PIB de la France d'avant-crise. Mais c'est pas sûr du tout. Mais c'est impossible. C'est impossible. Je l'ai dit à Bruno Le Maire, je lui ai dit, écoutez, je veux bien défendre votre plan, mais à ce moment-là, soyez crédible. Donnez des chiffres qui tiennent la route. Vous avez embauché David Copperfield ou quoi? J'ai pas compris. Non. Et donc, le patron de l'INSEE qui était là, il m'a dit, il s'est énervé, etc. Et je lui ai dit, mais moi, j'ai fait des simulations, justement. Dans le meilleur des cas, on va retrouver le niveau de PIB 2023-2025. Si tout va bien, ça veut dire si on a un redémarrage. Mais si on a un reconfinement là, on va retrouver peut-être en 2030. Vous vous rendez compte? Une génération sacrifiée. Non, c'est pas ça que je veux pour mes enfants. Je dis aujourd'hui, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes, qu'on fasse ce reset et qu'on prenne les bonnes mesures. Et on continue d'en parler après cette petite pause. On a parlé d'aide française, on a parlé d'Europe, on a parlé aussi de la Chine, on a parlé de la crise économique. Alors maintenant, vous nous parlez au 0826 300 300 avec Marc Toiti. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Berkov dans tous ses états qui reçoit Marc Toiti, économiste et président fondateur du cabinet Hack-Défi et qui publie ce livre Reset, quel nouveau monde pour demain. Alors Marc Toiti, on attend maintenant les auditeurs. Et oui, Berkov dans tous ses états et Berkov dans tous les états, comme dirait Zacharias au standard que vous appelez au 0826 300 300, puisqu'on part à Oxford en Angleterre. Bonjour Dominique. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour, je voudrais dire très très vite que
je vous adore. J'ai quitté toutes les autres chaînes de radio que j'écoutais de l'Angleterre. Je suis français, bien sûr, mais j'ai quitté la France en 1989. J'étais inspecteur de police sur Paris. Donc je connais très bien ce qui se passe. Il y a tellement des choses à dire. Premièrement, à vous, Monsieur Toati, j'ai apprécié tout ce que vous avez dit et je suis complètement d'accord avec vous. Merci. Je voudrais aussi vous dire que à un moment donné, vous mentionnez que les gens qui sont au pouvoir, à votre avis, sont inconscients de ce qui se passe et ne sont pas à la hauteur. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'ils savent, et c'est encore plus grave. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de nous détruire et ils le savent. Voilà. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le pensent en France. Une autre chose que je voudrais dire... Allez-y, Christophe. C'est Dominique. Dominique, pardon. Monsieur Berco, je vous adore. Hein. Je vous adore. Vous êtes, il n'y en a qu'un comme vous. Voilà, je voulais le dire. Alors les flics sont des pantins articulés. Je le dis bien. Je ne suis pas anti-flic, loin de là. Je les comprends. Il faut qu'ils gagnent leur vie, donc on les envoie au massacre. Mais quand je vois des Rambo qui arrivent dans le 11e arrondissement pour évacuer un café parce qu'il y a 3 malheureux qui boivent un coup, mais la France est en train de partir en biberine, comme on dit dans le sud de la France, d'où je suis originaire. Alors... Il y a quand même des conneries qui se passent en France en ce moment, mais moi, vous savez, il y a une frustration ici d'où je suis. Je suis retraité, je n'ai aucun souci d'argent, je vis très très bien, je n'ai aucun souci, mais je pense à nos générations à venir. Mais ils vont porter le masque pendant combien d'années? On nous raconte des conneries. Je voulais le dire parce que je passe très peu sur votre antenne. On est en train de nous assassiner. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, je parlais il y a 2 ans sur une chaîne RTL d'une dictature en place et on m'avait pris pour un fou. Maintenant, il y a quand même des gens qui commencent à comprendre ce qui se passe de plus en plus. Et je voulais le dire. Malheureusement, les policiers sont des pantins articulés qui sont obligés d'aller au taf parce qu'ils veulent gagner leur vie, je comprends très bien. Oui. Mais c'est malheureux ce qui se passe, c'est ridicule, quand on voit, par exemple, moi je regardais un match de foot l'autre jour, et quand ils marquent un but, ils s'étreignent. Il y a les supporters qui arrivent, les machins qui s'étreignent, et les dirigeants et tout ça. Mais c'est une mascarade, tout ça. C'est une mascarade. Non, mais juste, Dominique, c'est intéressant ce que vous avez dit aussi. Vous dites, en fait, justement, Marc Toiti, il dit, et c'est peut-être possible, sans faire du tout du complotisme. Dominique dit, oui, ils le savent. Ils savent ça. Oui, non, ça ne veut pas dire qu'ils veulent détruire le pays. Ça veut dire simplement que, en connaissance de cause, et peut-être par lâcheté, enfin ça c'est moi qui le dis, par lâcheté ou manque de courage, peut-être qu'ils vont pas assez loin. Oui, moi je pense effectivement non, ils le savent. C'est-à-dire toutes ces données que j'évoque dans le livre, etc. Elles sont connues. C'est-à-dire que alors après effectivement il faut avoir le courage de les regarder et puis après de les analyser et puis de prendre les mesures en conséquence. Marc, ils les connaissent. Moi je pense que le vrai problème, il y a deux gros problèmes, c'est qu'il y a effectivement un manque de courage. Et puis après, il y a aussi, il faut être honnête aussi, il y a beaucoup d'économistes ou autres qui sont politisés. Parce que je veux dire, et donc qui défendent leur vision du monde, leur bout de gras. Donc c'est ça qui est très dangereux. Oui, allez-y, Dominique. Oui, on vous écoute. Il y a quand même un fait qui est très. Il y a 2 trucs qui sont essentiels, et je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi. La première des choses, c'est qu'on ne nous demande pas notre avis. Donc il n'y a pas de référendum. On nous colle les trucs et on ne nous demande pas notre avis. Si on demandait l'avis aux Français sur le fait qu'il faut porter un masque avec toutes leurs mesures bidons, il y a 90% des Français qui diraient non. Oui, mais Dominique, on peut pas, enfin moi je dis, on n'est pas médecin. Est-ce que je n'ai pas d'opinion là-dessus? Mais est-ce que le masque est nécessaire ou pas pour protéger? Alors vous, je pense que vous pensez le contraire. Mais si on fait un référendum là-dessus, vous savez très bien qu'on ne peut pas faire un référendum
référendum. On peut faire un référendum sur les libertés. Oui, on peut faire un référendum sur l'Europe et autres. Et on en a fait, on a vu le résultat. Mais sur les masques, moi, je ne sais pas si c'est efficace ou pas. Je ne sais pas. On me dit que c'est efficace. Je n'en sais rien. Je suis pas médecin. Il y en a beaucoup qui disent que c'est pas efficace. Mais c'est vrai qu'au début, rappelez-vous, au début de la pandémie, ça c'est quand même incroyable. Rappelez-vous que les grands spécialistes de la médecine disaient non mais ça sert à rien les masques. Les dirigeants du pays disaient ça que ça servait à rien. Donc moi en tout cas, moi je suis rassuré parce que souvent je disais avec les économistes qui se trompent. Vous savez pourquoi on a créé les économistes, pour que les météorologues ne soient pas les seuls à se tromper. C'est par solidarité. Donc maintenant je vois qu'il y a aussi les médecins. Donc moi c'est ça qui est affligeant, c'est que je me dis c'est dommage que moi j'ai toujours bien sûr un grand respect pour les médecins, j'ai beaucoup d'amis médecins etc. Mais quand ils me disent on ne sait pas, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Ça fait peur. Oui Dominique, allez-y. La dernière chose. Alors déjà monsieur Touati, il est super. Il est exubérant et on voit qu'il a des tas de choses à dire et que ça lui fait pas mal de choses à l'intérieur de lui-même et c'est bien. Allez-y Dominique, mais vous avez quelque chose à dire, vous aussi. C'est une thérapie. Alors oui, d'accord. Alors la dernière chose que je veux dire, c'est que il y a quand même un projet et ça on peut m'accuser de complotiste, j'en ai rien à foutre. Il y a quand même un projet qui vise à vendre les vaccins à la population entière. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. Et je vous remercie profondément, Monsieur Berkoff, de m'avoir laissé parler. Mais Dominique, il n'y a pas de problème. Ici, je laisse parler tous et en plus, surtout aux hommes libres et aux femmes libres de ces pays, que ce soit en Angleterre ou ailleurs. Alors effectivement, le vaccin, bon, on en reparlera de ça parce que nous allons recevoir des personnes sur cette histoire de vaccin. On va revenir là-dessus. Et on passe de la Grande-Bretagne à la Bretagne avec Yannick. Bonjour Yannick. Oui, bonjour Yannick. Bonjour Berkamp. Bonjour. Merci beaucoup de me faire passer à l'antenne. Alors, moi, je suis déjà, premièrement, extrêmement ravi que vous fassiez un débat sur ce sujet-là, parce que c'est pour moi celui qui est le plus important. Ouais. Dans le sens où le retour de bâton et le cataclysme financier qui va suivre l'épidémie va être mortel, tout simplement. Si je prends mon seul exemple à moi, j'ai pas fait de grandes études, j'ai qu'un CAP. Je me suis fait à la force des mains, j'ai construit ma société qui marchait super bien. Société de quoi Société de quoi si vous... Traiteur événementiel. D'accord. Et je me retrouve dans une situation précaire. Au vu où les choses vont, je me dis que je suis pas sûr de pouvoir repartir. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai zéro visibilité. Mais quand je dis zéro, c'est rien, nada, jusqu'au mois de mai. Ouais. Et ça irait bien si j'étais capable de repartir en mois de mai. Ouais. Maintenant, ça, c'est pas encore sûr. Mais surtout, là où ça va faire mal, c'est que ça touche beaucoup de gens comme nous, en fait. C'est entre guillemets, les petites gens, c'est les petites boîtes. Et nous, en plus, on est directement liés à l'économie, dans le sens où on n'a pas d'avocat fiscaliste pour aller planquer du pognon à droite à gauche. On est ceux qui sont quasiment le plus taxés quand on compare nos taux d'imposition aux GAFA et tout ça. Mais quelqu'un comme moi, je vais jamais accepter de me retrouver sans rien, mettons dans 1 an. Je comprends. Repartir à zéro, endetté, avoir les banques qui reviennent me voir en me disant écoute mon grand, maintenant c'était la crise, c'est pas de notre faute, mais tu nous dois quand même autant d'argent et tu vas être endetté jusqu'à la fin de ta vie. Ça c'est la guerre. Ouais. Et c'est ça qu'on ne parle pas aujourd'hui. Ouais. Parce que bon, moi je veux bien. Vous ne voulez pas tomber dans la désespérance, quoi. C'est même pas de la désespérance, parce que aujourd'hui, moi, si je prends les choses telles qu'elles sont et que je regarde les choses franchement, j'avais une boîte qui marchait très bien, j'en vivais très bien, je payais les impôts, je faisais tout, du jour au lendemain, je risque de me retrouver avec rien, si ce n'est que de la dette. Et aujourd'hui, au niveau assurance, il n'y a rien qui a été fait pour que les assurances prennent leur part du fardeau, alors que dans nos métiers, c'est un poste qui est énorme. Bien sûr. Parce que moi, aujourd'hui, même pour sortir dehors, il faut que je sois assuré en dehors de la sécu et tout ça, parce que c'est responsabilité, etc. On est très mal protégé. Mais ce que je veux dire surtout, c'est j'embauche énormément de jeunes, moi, qui financent leur année scolaire en venant faire des extras chez nous. Les fournisseurs qu'il y a derrière toute cette chaîne-là, c'est des gens qui ne sont pas hyper costauds financièrement. On en vit bien, on est pas malheureux à la base. Mais avec une pandémie comme ça, 1 an, moi, c'est pas dur. Hein. Le confinement, j'en suis jamais sorti. Moi, j'ai recommencé à travailler le 14 juillet. J'ai fait moitié le mois de juillet, une moitié le mois d'août, une moitié le mois de septembre.
Voilà. Un quart d'octobre. Novembre, décembre, janvier, février, mars, c'est zéro chiffre d'affaires. Ouais. Zéro. Et Yannick, il y a des personnes comme vous, je sais, il y a des milliers, voire des centaines de milliers. Non, mais il y a un vrai drame économique. Effectivement, je rejoins ce que vous dites. Marc, on va en parler après. Juste une petite pause. Et restez avec nous, Yannick, et on va en parler avec Marc Toiti. Oui, juste après cette petite pause. C'est un sujet qui vous touche beaucoup. Yannick, restez avec nous. Marc Toiti va vous répondre au 0826 300 300 jusqu'à 14h dans Berkov dans tous ses états. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, vous êtes bien dans Berkov dans tous ses états et vous continuez de nous appeler, mais tout de suite, Marc Toiti répond à Yannick de Bretagne qui nous parlait de son commerce et de son activité économique qui ne redémarre pas. Oui, Marc Toiti, en fait, c'est aussi, enfin vous en parlez aussi dans Reset, mais au fond, et c'est ça qui est Yannick, dont il parle, il y a des millions de Français qui, qui ne voient plus rien et qui se disent, et moi ce sera la guerre, parce que je supporte pas d'être en mai, je ne sais pas où je serai, etc. Ah, ça c'est une vraie catastrophe. Alors je le dis également dans le livre, c'est que moi je viens des cités HLM d'Orly, quoi. Donc je pense qu'il faut connaître la difficulté pour savoir de quoi on parle. Et beaucoup de gens ils savent pas de quoi ils parlent parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Aujourd'hui, il faut pas oublier que 97% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. C'est ça la réalité des entreprises. 97%. C'est pas les boîtes du CAC 40, hein, c'est ce que je veux dire, elles vont s'en sortir, c'est sûr. Mais c'est ça la réalité de la France. Et donc aujourd'hui, vous avez bien sûr l'événementiel, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, l'aéronautique. J'étais à Toulouse il y a quelques semaines. Vous vous rendez pas compte, Toulouse, c'était une ville grâce à l'aéronautique qui était florissante. Et là, il y a une sorte d'inquiétude, de déprime incroyable. Et ensuite, il y a tout l'effet, je dirais, un petit peu anxiogène, comme ce terme couvre-feu. On se croirait en guerre, ce que je veux dire. C'est le blitz, c'est l'occupation. Ah non, mais c'est horrible. D'ailleurs, il ne faut pas le couvrir, le feu, il faut l'éteindre. C'est ça le vrai enjeu. Donc on vous dit... Et donc, évidemment, les gens, dans ce climat anxiogène, n'ont pas envie de consommer. Et on voit donc des secteurs qui, a priori, ne seront pas directement concernés. Par exemple, le textile, ça s'effondre. Le textile, les magasins ferment les uns après les autres. Donc, là, on est en train, c'est extrêmement dangereux ce que nous sommes en train de faire. Et alors, je comprends les enjeux, évidemment, de médecine, mais là aussi, est-ce qu'il n'y a pas des moyens de mieux utiliser, faire des tests immédiats, de reconfiner les personnes à risque, les personnes à risque et de ne pas emprisonner la nation française. D'utiliser, par exemple, j'étais dans le Nord il y a 15 jours, je fais une conférence et après quelqu'un venu me voir en me disant les cliniques privées a priori dans le Nord sont vides. Donc là aussi, est-ce qu'il n'y a pas moyen, l'État dépense des milliards n'importe comment, mettez les milliards là où effectivement ça peut aider par exemple dans les cliniques privées. Pendant le confinement, l'État donc a aidé, il a été relativement généreux, sauf que les Français, comme ils ne pouvaient pas consommer, l'épargne des Français a augmenté de 100 milliards d'euros. Maintenant, on dit aux Français, allez, il faut consommer, les gars. Oui, mais si j'ai du chômage demain, j'ai évidemment pas envie de consommer. Il faut que je garde un peu. C'est ça qui est complètement fou. Et regardez un exemple simple. C'est le brouillard, l'incertitude absolue. On a des chiffres, là, d'un point de vue plus macroéconomique, on a des chiffres qui viennent de sortir là vendredi. Juste, je vous laisse la parole. On voit qu'aux États-Unis, la croissance redémarre très fortement. Alors qu'on a tous la même pandémie, et nous c'est en train de s'effondrer de nouveau. Donc c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et je pense bien sûr à tous nos jeunes, voilà comme Yannick, aujourd'hui qui justement ont mouillé la chemise et aujourd'hui ils ont une visibilité zéro. C'est dramatique. Oui, on vous écoute. Oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que le danger, surtout quand on a eu les prémices déjà avec les Gilets jaunes. Oui. Et c'était dans une période qui n'était pas encore catastrophique. Oui, et que c'était pas le Covid à l'époque. Juste, si on va un peu plus loin et on se dit dans 1 an et demi, rien n'a bougé. Et c'est la guerre, quoi. Ce sera la guerre parce que il y aura trop de gens et trop de gens qui seront par terre. Et encore une fois, nos jeunes, n'oublions pas que, encore une fois, 20% des moins de 25 ans sont au chômage. Dans les cités HLM dont je suis issu, 60% des jeunes sont au chômage. C'est ça. C'est quoi la perspective ? Vous comprenez ? Moi, j'ai eu la chance de m'en sortir. Mais aujourd'hui, est-ce que j'aurais pu m'en sortir ? Je ne sais même pas. Donc, c'est ça qui fait peur. C'est-à-dire qu'il faut donner à notre jeunesse et à ceux qui prennent des risques, qui investissent, des perspectives. Si on lui dit, même toi, non, tu ne pourras pas bouger, non, c'est extrêmement dangereux. C'est d'y aller ici et maintenant, et pas dans 10 ans. Exactement. Oui, et tout de suite, nous sommes avec Olivier du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Bonjour Monsieur Toiti, bonjour Monsieur Berkov. Oui, bonjour Olivier. Juste avant d'aborder plusieurs points sur l'économie, je voulais corriger une information des actualités de Sud Radio sur le référendum au Chili.
Oui. En fait, ma femme est chilienne. Elle a suivi hier, donc elle habite en France. Depuis tous les journaux chiliens, elle a regardé. Il y a eu 50% d'abstention. C'est une élection qui est en plus biaisée parce que les bureaux de vote n'étaient pas tous, je dirais, pas clos, mais on n'avait pas tout dénombré tous les votes. Et il y a une présidentielle comme en France à la même date à peu près. Donc c'est même pas sûr que cette nouvelle constitution se fasse, puisque changement de président et le prochain président du Chili pourrait être plus proche de l'aspect Pinochet qu'on ne le pense. Écoutez, on en reparlera une autre fois, si vous voulez bien. C'est juste pour corriger que l'information, c'est pas une réussite totale. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas déplacés, mon beau-père aussi, voilà. Je reviens sur l'actualité concernant l'économie avec M. Touati, que j'apprécie beaucoup. Merci. Moi, je voudrais distinguer jusqu'à une correction. La dette française, elle est à 2600 milliards, comme vous l'avez dit. Elle est détenue par des institutions financières. La dette italienne, elle est détenue en grande majorité par les Italiens. Alors, c'est quand même la moitié, à peu près la moitié qui est détenue par des étrangers, quand même. D'accord, bon, merci de me corriger. Voilà, non, mais il n'y a pas de mal. Mais la France, c'est pareil. Hein. La France, en gros, il y a la moitié qui est détenue par des Français. Alors, ça dépend des années. Des fois, c'est 40%. Entre 40 et 50% qui est détenue par des Français. Et l'autre moitié par des étrangers. Après, dans les étrangers, effectivement, il y a notamment beaucoup d'Européens, notamment aujourd'hui la Banque Centrale Européenne. Ouais. Mais il y a aussi, effectivement, des Chinois, des Américains. Et eux, c'est le danger. Parce que, des Qataris. Voilà, des Qataris, tout à fait. Parce que souvent, par exemple, on regarde la dette publique du Japon. On dit, ouais, au Japon, eux, ils ont 230% de dette publique. Alors, ouais, il n'y a pas de problème. Sauf que eux, 98% de la dette publique est détenue par des Japonais. Ouais. Donc ils s'en fichent, effectivement. Ouais, voilà. Donc ils s'en fichent qu'il y ait des réactions. On n'a pas de moyens de pression sur eux. Que nous, on a effectivement des moyens de pression. Mais voilà. Oui, Olivier, un autre. Oui, allez-y. Et secondo, M. Touati devrait travailler avec Charles Pratt. Je ne sais pas s'il a vu le dernier bouquin, Le cartel des fraudes. Ah oui, j'ai entendu parler. La sécurité sociale et les fausses cartes vitales, etc. 50 milliards de dettes, 50 milliards de prestations qui ne devraient pas être versées. Absolument. Et ça creuse le déficit public français, il faut clairement le dire. Et il a raison de dire que la plupart des politiciens aujourd'hui en France n'ont aucun sens des réalités, ne savent pas ce que... Moi, j'habite à côté d'où il vient, d'Orly, j'habite à Thiers. On est voisins, moi aussi j'étais d'Orly quand j'étais jeune. Je suis de Fresnes historiquement parlant. Ce que je vais expliquer, c'est que je suis auto-entrepreneur. Moi, je suis apporteur d'affaires pour un intégrateur, un éditeur financier qui est mondial. Ma problématique, c'est de conclure mes deals, c'est-à-dire mes contrats. Aux États-Unis, pour le même éditeur, je fais en 2 mois et demi, 3 mois, c'est présenté, conclu, signé. En France, pour signer un client, je mets 2 ans et demi. Il y a un problème. C'est que depuis l'après-guerre, depuis plus de 60 ans, on a des chefs d'entreprise ou des créateurs qui ont institué une économie à la papa. Je m'explique clairement ce que ça veut dire. C'est-à-dire les temps de latence, de réaction sont d'une lenteur monumentale pour prendre des décisions. On a des managers qui ne savent pas prendre des décisions dans les entreprises, qui reportent. On a des systèmes de fonctionnement des gouvernances, évidemment, dans les entreprises. C'est d'une lenteur monumentale et on s'étonne que notre économie en France est farniente et qu'on dirige avec une chaise une chaise longue. Il y a un gros problème, c'est-à-dire c'est les mentalités qu'il faut réformer, c'est la prise de risque des décisionnaires, des managers, qui soient à toutes les strates. On ne délègue pas, on n'autorise pas les gens à prendre des décisions. Et quand on prend une décision aux États-Unis, les Américains sont des grands enfants qui adorent tout ce qui est nouveau, ils le prennent, ils l'essaient, etc. En France, on croit savoir tout, mais en fait, on est des idiots. Je résume la phrase d'une collègue à moi qui est directrice financière en intérim de management. Il y a un gros problème de prise de décision en France. On est toujours à faire de la procrastination, on reporte les décisions les plus importantes. Quand on a un outil qui est formidable sous la main pour une entreprise, elle ne le prend pas, elle attend, etc. Moi, j'ai des clients, je les suis depuis 3 ans, je suis auto-entrepreneur, je suis au RSA, je me lamente, je suis obligé de continuer de travailler bénévolement, je ne suis payé que s'il y a signature de contrat avec mon intégrateur. Et ma problématique, c'est qu'il n'y a pas de fluidité. C'est pareil pour le marché du travail, il y a une critique là-dessus, en l'occurrence, on a un gros problème. Je voulais féliciter aussi M. Touati sur l'article de Capital, et si Trump était réélu grâce à l'économie, extrêmement bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et je pense qu'il a raison sur le point. Maintenant, on a un gros problème, c'est il faut réformer pas que les aspects fiscaux ou sociaux en France, il faut réformer toutes les entreprises au sens de la prise de décision. C'est extrêmement important. La mentalité, le mental. On l'a pas ce mental, il n'existe pas. Moi, un mental anglo-saxon, c'est ce que je veux comme aux États-Unis. On perd pas de temps. Yes or no, c'est-à-dire voilà.
Olivier, merci. Merci Antoine de votre éclairage parce qu'il était important. Mais c'est vrai que moi je pense qu'il y a un problème. Ça fait des années que je milite pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais des livres pour justement démocratiser l'économie. J'étais l'un des premiers économistes à le faire en 1997. Ça a commencé, bref, ça ne nous rajeunit pas. Et pour démocratiser l'économie. Je pense que le problème de la France, c'est qu'on n'a pas de culture économique. On a une culture de lutte des classes. Alors voilà, ça, la lutte des classes, on adore. Ça, l'un contre l'autre, il y a les méchants et les gentils, bon, et on se tape dessus. Non, il faut aujourd'hui une vraie culture économique. Et ça, c'est vrai qu'on l'a pas. Et parce que, il faut le dire, moi j'avais des économistes à l'époque qui me disaient non Marc, écoute, il y a un problème avec toi, on te comprend trop quand tu parles. Ah oui, et tu comprends, nous on est des économistes, il faut mettre une distance avec les gens. Je ne dirais pas qui m'a dit ça, parce qu'on le voit de temps en temps. Je dis écoute, t'as rien compris, je lui ai dit. Parce que c'est l'inverse qu'il faut faire. Et on doit justement démocratiser l'économie, ouvrir cette culture économique sans, encore une fois, politiser le débat. C'est-à-dire que, comme par exemple, je dis aujourd'hui, on est numéro 1 mondial des dépenses publiques par rapport au PIB. On me dit ah ouais, vous êtes libéral. Non, pas du tout, je ne suis pas libéral. Moi, je suis pour la dépense publique, mais avec un certain degré de liberté. Mais ça, vous voyez, c'est un fait, c'est pas je dirais un argument politique, c'est un fait, mais même ça on n'a pas le droit de le dire. Oui, mais alors Marc, est-ce que la solution, évidemment elle est à longue haleine, on sortira pas le lapin mental du chapeau, mais est-ce que la solution ce n'est pas une véritable culture économique au niveau des collèges, au niveau des lycées, et pas seulement au niveau des c'est clair, mais de toute façon même, je veux dire malheureusement il y a beaucoup de formations aujourd'hui, par exemple scientifiques, ils ne connaissent pas du tout l'économie. Et sauf qu'après, souvent, les scientifiques, après, ils se retrouvent à la tête d'entreprises, de grandes entreprises françaises, etc., parce qu'ils ont fait telle ou telle école, mais ils n'ont pas de culture économique. Oui. Donc, même eux, après, ils vont prendre des décisions en fonction de ce qu'on va leur dire plus ou moins. C'est les grands corps, hein, Inspection des finances, Conseil d'État. Oui, alors là, il y a encore un petit peu de culture économique, mais je veux dire, mais des fois, malheureusement, on a ce manque, encore une fois, de concret avec l'économie. On oppose toujours, c'est comme aujourd'hui avec la santé, on oppose la santé avec l'économie. Vous voyez, c'est cette culture de, on dit en anglais le fight, ça veut dire le combat. Ouais, non, on a aujourd'hui, on est dans le même bateau, on est de concert. L'économie et la santé, ça va de pair. Et puis attention, le hachoir aussi, l'administration. Bien sûr, il le disait très bien, Olivier. Oui, tout à fait. En Amérique, il a 2 ou 3 mois, ici, il faut 2 ans et demi, 3 ans. Parce qu'il y a aussi toutes les... Mais ça, justement, ça c'est un danger justement de ce reset, c'est que avec cette crise, on a l'impression que toutes les réformes, entre guillemets, la modernisation de l'économie a été oubliée. Donc, or, on a une économie qui n'a, faut le savoir, nous sommes l'une des dernières économies du monde développé, qui n'a pas été modernisée, qui ne s'est pas adaptée à la réalité économique. Au XXIe siècle, exactement. À ce qui se passe. Donc on a toujours effectivement cette rigidité, ce manque de fluidité dans l'économie, c'est assez incroyable. Ce que j'appelle le syndrome du pouf. Vous savez, le pouf. Nous, effectivement, quand il y a une crise, alors on met plein de protections partout, donc on tombe sur un pouf. Donc bien sûr, ça fait moins mal. Sauf que pour vous relever du pouf, c'est beaucoup plus dur. Beaucoup plus mal. Voilà, c'est beaucoup plus dur. On se retrouve après une petite pause. Eh bien, vous savez quoi, la démocratisation de l'économie passe aussi par le dialogue sur Sud Radio. On vous écoute au 0826 300 300 et on vous écoutera juste après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkov qui reçoit Marc Toiti, économiste. On est avec lui déjà depuis 1 heure. Et tout de suite, nous avons Alain qui nous appelle de Paris pour une petite question directement à l'économiste. Bonjour Alain. Oui, bonjour Alain. Oui, bonjour à tous. Bonjour à M. Berkov et M. Toiti. Bonjour Alain. Ma question pose sur la chose suivante. Y a-t-il une filiation, un rapport entre le concept de reset développé par M. Toiti et la question du Great Reset développé par le Forum économique mondial? Je vous explique en quelques secondes pourquoi je pose la question. Ouais. Les gens réalisent de plus en plus que, en regardant les chiffres de l'INSEE, il n'y a pas de deuxième vague parce qu'il n'y a pas de surmortalité par rapport aux années précédentes. Ils réalisent également, toujours en regardant les chiffres de l'INSEE, que la première vague a été en fait assez faible par rapport à certaines autres années comme 2017, où il y a eu 2500 morts de moins seulement. Les gens se posent des questions et se demandent si cette deuxième vague, légitimement, en regardant les chiffres de l'INSEE, encore une fois, qui n'est pas un institut complotiste, me semble-t-il, si cette deuxième vague n'est pas tout simplement fabriquée, et quand ils réalisent que partout dans le monde, en Nouvelle-Zélande, en Irlande, en Argentine, en Thaïlande, les mêmes restrictions sanitaires sont prises alors que les chiffres de la mortalité actuellement ne sont pas excédentaires par rapport aux années précédentes. Ils se demandent s'il n'y a pas anguille sous roche. Et donc du coup, la question qu'ils se posent légitimement, c'est le Great Reset, le concept développé par le Forum économique mondial qui consiste à réinitialiser l'économie, à faire table rase des dettes et à proposer un revenu minimum mondial, n'est pas finalement... est-ce que cette
deuxième vague n'est pas fabriquée artificiellement pour faire peur aux gens, pour faire écrouler les économies traditionnelles et pour passer sur ce mode-là, si vous voulez. Oui. Donc ma question, Monsieur Toiti travaille-t-il en fait avec ces gens-là du Forum économique mondial? Je rappelle que le Time a fait la couverture sur le Great Reset il y a quelques jours de ça, et que Monsieur Toiti était sur RMC BFM il y a pas longtemps pour développer les thèses de son livre également. Y a-t-il concomitance ou y a-t-il simplement pur hasard? Voilà ma question. Bonne question. Moi j'ai envie de dire, écoutez, je pense qu'ils m'ont copié. D'ailleurs, je vais demander un copyright, je vais demander des droits d'auteur, parce que, et pour tout vous dire, c'est assez amusant. Vous n'êtes pas pour l'effacement de la dette, etc. Pas du tout. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Justement. Moi, je vais vous dire très honnêtement, j'ai souvent été invité par tous ces trucs-là. J'y vais jamais parce que c'est une perte de temps. Donc non, je vous rassure complètement. C'est moi qui ai écrit le livre. Cette idée m'est venue bien avant le forum de Davos, etc. Elle m'est venue tout seul, je dirais, pendant le confinement justement. Mais mon idée justement n'est pas du tout de dire il faut faire un reset où on annule les dettes. Bien au contraire. Pour moi, l'appareil, il doit mieux fonctionner. Mais c'est sûr que si on annule les dettes, si on est tout ça, mais vous avez raison, c'est vrai qu'on peut se poser la question, je ne suis pas donc pour complotiste non plus, mais c'est vrai qu'il y a quand même aujourd'hui un vrai danger d'aller dans le mauvais reset. Ça veut dire qu'effectivement, on rappuie sur le bouton, mais c'est encore pire qu'avant. Donc ça, c'est bien sûr, c'est une vraie crainte. Donc c'est pourquoi moi, j'ai fait ce livre justement pour éviter justement qu'on fasse cette erreur-là et que nos dirigeants prennent les bonnes mesures. Mais je vous rassure, je suis complètement indépendant et il n'y a pas de... Non mais alors Marc Toiti, non mais ça que vous soyez indépendant, en tout cas je peux en témoigner et puis je suis pas le seul. En revanche, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur cette histoire du Great Reset et Olivier a bien fait de poser la question parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses là-dessus. Et est-ce que, alors sans, là aussi, on voit le complotisme, et c'est pas du tout une question de ça, mais on peut se poser la question si un certain nombre de gens, peut-être de bonne volonté, sans parler en disant, écoutez, aujourd'hui, il faut quand même un ordre mondial, parce que les choses se ramènent, d'ailleurs, vous-même, vous êtes plutôt défenseur de la mondialisation. Oui, la mondialisation intelligente. Je vais vous donner un chiffre que j'ai mis dans le livre, qui moi, je ne le connaissais pas, pour tout vous dire ce chiffre, pas dans le détail, sur la mondialisation. C'est-à-dire que en 1980, il y avait la moitié de l'humanité qui vivait sous le seuil de pauvreté extrême. Ça veut dire avec moins de $1 par jour. Aujourd'hui, combien, selon vous, de population mondiale vivent sous ce seuil de pauvreté extrême? 8,5%. Avant le Covid, évidemment. Donc ça veut dire que ça, c'est grâce, entre guillemets, à la mondialisation. Maintenant, le problème, c'est qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec cette mondialisation. Je voulais continuer là-dessus. Non, simplement, il ne s'agit pas, évidemment, de nier les bienfaits de la mondialisation, c'est clair. Mais il faut l'encadrer, c'est sûr qu'il faut l'encadrer. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas, dans l'esprit de certains dirigeants, et encore une fois, moi je ne parle pas du tout de maléfique, de satanisme, et tout ça, c'est grotesque. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent, à bon droit, en tout cas, dire oui, mais écoutez, étant donné que les problèmes mondiaux sont quand même peut-être pas les mêmes, enfin se rapprochent beaucoup, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à avoir une gouvernance mondiale, une gouvernance sage, entre guillemets, qui pourrait effectivement, et cette histoire du Great Reset, vous en avez entendu parler, bien sûr, tout à fait. Est-ce que c'est dans ce sens-là moi je voudrais avoir votre opinion sur j'ai déjà entendu ça, moi je ne suis pas du tout pour, je pense que c'est extrêmement dangereux. Je pense qu'aujourd'hui, justement, moi, ce qui me gêne beaucoup dans ce confinement, etc., c'est notre liberté. La France, c'est le pays de la liberté. Moi, j'aime la France parce que c'est le pays de la liberté. Je suis français, comme vous et moi, et on aime ce pays parce que c'est la liberté. Aujourd'hui, alors que c'est peut-être pour des bonnes raisons, j'en sais rien, parce qu'on ne le sait même pas finalement. On est en train de rogner sur notre liberté. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce qu'il faut aussi responsabiliser les gens. Le problème, c'est qu'on est complètement infantilisé. Ah non, alors attention, il faut que tu ailles te coucher à 9h. Quand Macron dit, pendant le confinement, vous pourrez lire des livres. Attendez, c'est quoi cette affaire? Non mais, il faut être sérieux, vous comprenez? Donc aujourd'hui, je pense que ça, c'est un vrai danger. Et moi, je suis complètement contre, évidemment, ce Great Reset où on donnerait une sorte de gouvernement mondial, etc. Et moi, je me pose toujours la question, à qui profite le crime? Et je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est comme aux échecs. Il faut avoir 2-3 coups d'avance. Et là, nous, on réagit, enfin, pas nous, mais nos dirigeants, on est au doigt mouillé, quoi. Voilà, ils réagissent dans l'instant. C'est une grave erreur. Je l'évoquais tout à l'heure. Il faut une vista. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce qui manque à beaucoup de nos dirigeants, c'est une vision du monde. On n'a pas de vision du monde. Moi, j'en donne une, bien sûr, dans mon livre, mais comme vous, André, mais le vrai enjeu, il est là. Et il y en a qui en ont une vision du monde. Je vais vous dire qui? Nos amis, vous ne savez pas chez nos amis, les Chinois. Moi, les Chinois, il y a 20 ans, j'avais eu la chance, entre guillemets, de rencontrer un des dirigeants d'une grande banque chinoise, qui est un ancien général chinois, et il m'a décrit
quasiment exactement ce qui s'est passé sur les 20 dernières années. Il m'a décrit exactement comment la Chine allait devenir la première puissance, etc. Et la fin, comment ça se termine. Ce qui sauve aujourd'hui le monde libre, entre guillemets, malgré ce qu'on peut en entendre, ce sont les États-Unis, parce qu'ils ont le dollar. Les Chinois, ils savent que pour tuer les États-Unis, il faut qu'ils remplacent le dollar. Et alors, Marc Toiti, à juste quelques jours des élections américaines, vous pensez que Trump, la manière dont parce que Trump a pris une position, il a dit, OK, il y a le Covid, etc., on fait tout ce qu'on peut, on espère avoir les vaccins, mais on refait travailler l'Amérique. Bah oui, pas de lockdown, il n'y a pas que lui, qui dit ça. Vous allez aujourd'hui en Inde, par exemple, l'Inde qui a beaucoup souffert, parce eux aussi, ils ont eu très peur, ils ont confiné, mais vous savez, en Inde, c'est pas la France, il n'y a pas le pouf là-bas, il n'y a pas d'aide, etc. 850 millions d'habitants. Exactement, mais surtout, il y a énormément de pauvreté. Donc quand ils ont confiné, le PIB, en quelques mois, le PIB indien a chuté de 23%. Enfin, un truc horrible. Et il y a eu des morts de faim. Rendez-vous compte, on ne se rend pas compte la chance qu'on a d'être en France. En Inde, des morts. Oui, parce que les gens, là-bas en Inde, sont des journaliers. Donc ils sont payés à la journée. Donc quand tout s'arrête, ils n'ont pas de quoi vivre. Donc ils sont retournés dans les campagnes. Et malheureusement, sur la route, il y en a qui sont morts. Et donc il faut bien prendre conscience que nous, on est des enfants gâtés. C'est-à-dire qu'on a une chance incroyable d'être en France. Mais il y a beaucoup de pays aujourd'hui, de populations qui souffrent. Et je parlais de la pauvreté extrême. On estime, c'est la Banque mondiale qui le dit, que à cause du Covid-19, cette pauvreté extrême va augmenter de 20%. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est dramatique. Oui, c'est-à-dire qu'on va perdre tous les acquis qu'on a eu ces 15-20 dernières années, on risque de les perdre en quelques mois. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Et donc, encore une fois, sur les États-Unis, il faut essayer d'ouvrir. En Inde, pareil. Alors ils ont confiné, ils ont dit écoutez, maintenant, on va respecter les gestes barrières, on va respecter le masque, tout ce qu'il faut, etc. au sens large, faire des tests et autres, mais il faut aller bosser. Vous voyez, et moi, c'est ce qui me rend fou, très honnêtement. Aujourd'hui, j'en ai parlé justement il y a quelques jours, mais dans la publication, peu importe. Quel est le pays qui s'en sort le mieux aujourd'hui ? C'est la Chine. C'est quand même assez incroyable d'un point de vue de la croissance. Et numéro 2, les États-Unis. Et parce que là, on a eu les enquêtes justement des directeurs d'achat donc vendredi dernier. Les Américains, ils redémarrent. On pensait que ça allait être un W. Ils consomment, il y a du boulot. Vous vous rendez compte que pendant la crise, effectivement, le taux de chômage américain est monté à 14,7%. Maintenant, il est tombé à 7,9% et peut-être il va être à 7,5% au mois d'octobre. Alors que nous, dans la zone euro, on est à 8,1%. C'est-à-dire qu'on est plus élevé qu'aux États-Unis avec toutes les aides qu'on a, etc. Donc, alors, je dis pas que le modèle américain c'est le meilleur modèle. Moi, je suis persuadé que le meilleur modèle, d'ailleurs, je le défends, c'est le modèle français. On a de l'État. À condition qu'il fonctionne. Voilà, bravo André. À condition qu'il fonctionne. C'est exactement ça le problème. Et donc, je dis aujourd'hui, il faut sauver notre France. Parce qu'on en est là. Il faut sauver notre modèle social. Sinon, comme tout à l'heure, un téléspectateur le disait, sinon, il y a des risques, effectivement, sociétaux, de dérapage sociétaux. Donc, il faut expliquer, il faut sauver. Mais c'est vrai que quand on vous dit, il faut faire ça, à 21h, il faut être rentré chez vous, il faut faire ci. Non, il faut responsabiliser les Français. Et vous soulignez quelque chose de très important, Marc, c'est l'infantilisation. Oui, ça, c'est terrible. Quand on infantilise un pays, on essaie de l'infantiliser, après, ça ne peut rien donner, évidemment. Ça donne des nourrissons. Puis c'est la mentalité. C'est-à-dire, finalement, on dit, il faut que l'État soit là. Oui, mais il y a des gens qui ont envie. Alors que certains aient besoin de ça, très bien. Mais ceux qui n'ont pas envie, laissez-les. Bien sûr, avec la responsabilité, mais laissez-les faire. C'est ça le vrai danger aujourd'hui, c'est qu'on risque d'avoir une population complètement amorphe. Et derrière, justement, c'est-à-dire qu'on contrôle mieux. Parce que c'est ça le but derrière. Parce que le vrai, et moi je me demande, encore une fois, ça va être complotiste, la tentation quand même d'un pouvoir, c'est de s'auto-perpétuer. Et quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un management par la peur ou par l'angoisse ? Ça c'est clair qu'aujourd'hui, on est dans un... Alors moi je pense que c'est une erreur par contre. C'est une erreur, mon premier métier c'était prof à la fac, je suis enseignant, c'est mon premier métier, et moi je pense qu'au contraire, il faut expliquer aux gens. Et je l'ai dit à Bruno Le Maire dernièrement, je le dis dans tous les médias. Faire peur. Je dis non, mais pas leur faire peur, mais il faut dire la vérité par contre. Il ne faut pas mentir. Voilà. Il ne faut pas faire peur, mais il faut dire la vérité. Et on se rappelle les masques et on se rappelle tout ça. Voilà, exactement. Quand on a dit les masques ça sert à rien, après on dit non. Puis voilà, il y a ce vrai enjeu. Mais dire aujourd'hui, non, vous inquiétez pas, la dette, il ne faudra pas la payer. Puis la croissance, alors 2022, ça y est, tout est fini, tout est oublié. Vous comprenez, je pense que c'est pas sérieux. Et ce qu'on attend des dirigeants politiques, justement, c'est de la crédibilité, c'est de l'honnêteté pour justement avoir confiance. Parce que ce qui se passe depuis des années, je vise personne en particulier, mais tous les dirigeants qu'on a eus, finalement, ils ont tous dit je vais baisser les impôts, je vais relancer la croissance, je vais faire baisser le chômage. Et on en est où aujourd'hui ? Vous voyez ? Donc, tout le monde a eu faux, finalement. Mais alors, est-ce qu'ils le savaient à l'avance ? J'en sais rien, mais c'est sûr que si vous ne prenez pas les mesures, c'est sûr que vous n'y arriverez pas. Donc, c'est ça aujourd'hui. Il faut leur dire que le rasage n'est plus gratis. Voilà. Et surtout, il faut des gens qui soient responsables, et on l'a entendu aujourd'hui. Il faut permettre
aux Français d'avoir justement une perspective d'emploi. Parce que vous savez, on dit aujourd'hui, par exemple, là, on donne des aides. C'est bien beau les aides, mais ce que veulent les jeunes, par exemple, c'est des vrais emplois. C'est pas des aides, on veut des vrais emplois. On ne va pas great recéter, mais avec Marc Watty, on va recéter. Voilà, exactement. Et on a beaucoup parlé de perspectives, de problématiques actuelles. Alors on va parler des rêves et des cauchemars chez Brigitte Lahaie. Et en tout cas, merci Marc Toiti d'avoir été sur Sud Radio. Vous avez été nombreux à nous appeler au 0826 300 300 et vous serez encore nombreux demain puisque je n'en doute pas, l'actualité sera riche en Berkoff dans tous ses états. Et évidemment, vous êtes sur Sud Radio, vous pouvez nous réécouter en podcast sur sudradio.fr. À demain.